Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Éric Orsena, écrivain, évidemment, membre de l'Académie française, économiste de formation, conseiller culturel. Il a aussi été conseiller d'État, prix Goncourt en 1988. Éric Orsena est aussi ambassadeur de l'Institut Pasteur. Il a écrit de nombreux essais et ouvrages. Il se définit comme un explorateur et il raconte de plus en plus ces dernières années la mondialisation au travers de sujets bien précis comme la problématique de l'eau ou encore du coton. Éric Orsena est aussi un excellent orateur et on va parler avec lui notamment des conférences qu'il donne et sur quel sujet et pourquoi c'est important selon lui de le faire. Bonjour Éric Orsena. Bonjour. Très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes écrivain, membre de l'Académie française, économiste de formation. Vous avez été conseiller culturel, conseiller d'État. Prix Goncourt, évidemment, on va en parler en 1988. Vous êtes aussi l'ambassadeur de l'Institut Pasteur. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et essais. Vous vous définissez aussi comme un explorateur. On va en parler. Et ce que vous faites aussi, c'est que vous racontez la mondialisation à travers des sujets bien précis, c'est-à-dire l'eau, par exemple, ou le coton. Et ça aussi, évidemment, on va en parler dans un instant. Mais commençons par ces conférences que vous donnez, parce que vous êtes aussi un orateur. Ça vous arrive de donner des conférences. Sur quel sujet parlez-vous, Éric Orsena? J'ai toujours, depuis l'enfance, voulu comprendre comment ça marche. Et ma formation de base, je l'ai choisie à un moment donné où c'était le début de l'indépendance des pays du Sud. Mhm. Et je me suis dit, je vais choisir comme objet d'étude les matières premières. Me disant, si ces pays réussissent à bien gérer les trésors qui sont dans ou sur leur sol, ça se passera bien pour eux. Donc ce n'était pas du tout à la mode, mais j'ai travaillé sur les matières premières. Et ce sont des questions qui maintenant sont clés, parce que ce sont des questions qui gèrent le développement. On commence à parler énormément de l'eau, bien sûr, alors que quand j'ai travaillé sur l'eau il y a 25 ans, on m'a dit de toute façon en Europe, ça ne nous concernera pas, parce que nous sommes une région tempérée. Vous voyez que se succèdent les sécheresses et les inondations. Vous voyez que les questions minières sont très importantes Mhm. pour notre souveraineté, notamment des terres rares, mais pas seulement. Vous voyez qu'il y a aussi des questions de gouvernance, c'est-à-dire comment on gère l'eau. L'eau, c'est le miroir de nos sociétés. Dites-moi, à quel est le prix de l'eau, produite par qui, au bénéfice de qui, et avec quels conflits qui peuvent éclater à tout moment, je vous dirai exactement à quelle société vous appartenez. Donc j'essaye aussi de comprendre d'autres mécanismes, qui sont les mécanismes des langues. On dit que les oiseaux disparaissent, et c'est vrai, c'est terrible, mais les langues aussi disparaissent. Mhm. Et quand une langue disparaît, c'est pas seulement des mots qui disparaissent, mais c'est une vision du monde, c'est des fenêtres ouvertes sur le monde qui disparaissent. Donc la vision se rétrécit. Et vous voyez, c'est-à-dire, j'ai eu cette chance formidable d'avoir été prof d'économie, conseiller du ministre de la Coopération, en charge de toutes les matières premières qui étaient dans son secteur, c'est-à-dire le café, le cacao, mais aussi l'uranium. J'étais conseiller culturel du président de la République, François Mitterrand. Donc c'était les grands travaux. J'étais en lien avec la musique. Et puis après, j'étais magistrat au Mhm. Conseil d'État. Donc vous voyez, toutes voilà, ces points de vue sur la société. Et comme la société, on le voit, est complètement bouleversée, évidemment, je peux essayer de donner mon expérience concrète d'utilisateur. Par exemple, sur la lecture, qui m'a nourri, qui m'a créé, j'ai été avec Jacques Attali, le créateur en France de la première tablette de lecture électronique. Vous voyez, donc, cette idée, c'est la vie est un cadeau, allons au bout de ce cadeau, essayons de réfléchir au mieux comment est-ce que nos sociétés pourraient s'approcher, non pas du bonheur, mais au moins d'un certain apaisement.
Et le fait d'en parler, de ces sujets-là, auxquels vous vous intéressez, vous venez de le dire depuis, un certain temps, le fait d'en parler, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est l'idée de transmettre? C'est l'idée d'instruire? Sur ma tombe, il y aura prof. Prof. Un prof apprend, mais apprend de 2 manières. Il apprend à quelqu'un et il apprend lui-même. Un prof qui ne fait qu'apprendre à quelqu'un n'est pas un prof, c'est un rentier de lui-même. Alors qu'un prof qui apprend sans arrêt, évidemment, pour apprendre aux autres, apprendre pas tellement aux autres, mais vous êtes obligé d'apprendre vous-même. C'est pour ça que, de temps en temps, il m'arrive bien sûr de donner des conférences, ça me passionne, Mmh. mais la plupart du temps, j'essaye d'arriver avant la conférence. C'est-à-dire que j'essaye, et je réussis toujours parce que je le veux, c'est-à-dire d'écouter tout ce qui s'est dit avant. Et je ne suis pas le petit mec qu'on a vu à la télé Mmh. et qui dit, voilà, je vais vous dire la vérité. Pas du tout. Je ne suis pas dans le commentaire. Donc j'essaie d'être sur le terrain. C'est pour ça que les livres que j'ai écrits sur la mondialisation, je l'ai été sur le terrain. Mmh. Et pas juste des commentaires comme on voit de temps en temps sur certaines chaînes de télévision où Mmh. on enchaîne les commentaires Mmh. sans aucune sorte de compétence ni de légitimité. Donc on est des perroquets. Voilà, ils sont des perroquets. Donc j'essaye à chaque fois d'aller, d'écouter les gens. Dire quel est votre point de vue? Parce que moi, en fait, je suis un reporter manqué. Quand j'étais petit, je voulais être Tintin. Oui. Et dans les années 1930, j'aurais été, je ne sais pas, les plus grands reporters du coin, les Kessel, etc. Vous voyez, les Albert Londres. Mais j'ai cette chance d'avoir des lecteurs. Comprenez? Et c'est grâce aux lecteurs, ce sont les lecteurs qui financent mes voyages. Et puis après, ce sont mes auditeurs Mmh. qui financent mes enquêtes. Donc c'est une boucle comme ça d'apprentissage et de savoir. Pour moi, le savoir est une fête. C'est une fête. C'est pas. Et quand on voit le président actuel des États-Unis qui se vante de n'avoir pas lu un livre de sa vie, eh ben ça se voit. Vous dites que si on ne lit pas, on va tous finir comme des petits Trump. Bah, exactement, c'est exactement ce qui se passe parce que qu'est-ce que c'est la lecture et qu'est-ce que c'est le savoir? C'est s'agrandir soi-même. On est petit au départ, on est tout petit et puis brutalement on s'étend, on se grandit. La la lecture, c'est l'amitié de la vie. C'est comme l'amitié. Grâce à un ami, moi j'ai été, avec, Prost, champion du monde de Formule 1, avec, de Tabarly que j'ai un peu connu, immense marin, avec, je ne sais pas, des immenses, écrivains, j'ai été prix Nobel de littérature. Donc grâce à l'amitié et grâce à la lecture, on est plus que sa petite personne. Mmh. Comment les gens se résignent à n'être qu'eux-mêmes? C'est terrible de n'être que soi-même. Et en plus, ils sont fiers de ça et qu'ils sont rentiers d'eux-mêmes. Pour être très franc, je déteste la rente. Pour moi, j'aime la remise en cause, l'apprentissage, le risque et puis Le mérite. le vrai mérite. Mmh. Et pas juste être gestionnaire de l'héritage qu'on a reçu. Il y a un grand, grand problème de l'héritage. Par exemple, une conférence sur l'héritage, je viens à toute vitesse. Non pas pour dire voilà la vérité, mais pour discuter avec quelqu'un. Quand vous voyez des gens qui disent nous sommes pour le renouvellement et de toutes les valeurs, mais qui remettent pas en cause ce fait que à l'école polytechnique, 80% maintenant des élèves sont des enfants de profs ou des classes supérieures. Mmh. Vous ne trouvez pas que, un, c'est injuste et deux, c'est un gâchis? Donc, vous voyez, c'est ce genre de questions. C'est-à-dire, dès que ça dérange, j'y vais. Comment vous vous préparez pour ces conférences? Parce que, c'est pas forcément naturel de bien s'exprimer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous parlez bien parce que vous avez beaucoup écrit? Alors, sur les thèmes, je prends jamais de thème sur lequel je connais rien. Bien, à l'inverse d'autres. C'est-à-dire que ça veut dire que j'ai travaillé pendant des temps, mais surtout j'ai rencontré. Mmh. J'ai rencontré par le livre, mais aussi j'ai rencontré en y étant, en allant sur place. À ce jour, j'ai été dans 109 pays. Pourquoi? Et grâce à qui? Grâce à mes éditeurs, mais aussi grâce à mes auditeurs. Si ce n'est pas eux, comme on sait bien, les journaux n'ont pas d'argent pour payer des reporters comme avant. Donc c'est ça, les gens qui vous lisent
ou qui vous écrivent, qui me permettent de partir, non pas 15 jours avec la phrase bien connue Coco, tu vas me rapporter du lourd, pas du tout. Je pars 2 ans, je pars 3 ans. Et quand je reviens, d'une certaine manière, c'est pour repartir. Parce que souvent, on me donne des questions. Par exemple, je prends un exemple. Je ne connaissais pas les questions du logement. Il se trouve que je connais bien les questions d'agriculture. Je me suis rendu compte que en 20 ans, la part du budget réservée à l'alimentation est passée de 25% à 11%. Pourquoi? À cause du logement. Donc je me suis dit, je vais travailler sur le logement. Donc j'ai été avec des gens qui étaient spécialistes. La crise du logement, elle est clé, comprenez? Mais je relie ça avec l'évolution du budget. Si j'ai peut-être un intérêt particulier, c'est que je vois le lien entre les choses. Et pourquoi j'aime tant l'eau? Parce que l'eau, c'est le lien. Si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez avoir à l'intérieur de la cellule, vous avez une petite machine, et puis vous avez une autre et des nutriments, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'eau. C'est ça le lien. Comprenez, moi, j'aime pas les idées générales du tout, mais la culture générale, oui. Regardez, c'est pour ça que j'aime aussi tant la médecine, parce que j'aime tant la vie. Regardez ce que c'est. C'est pour ça que je discute souvent avec les médecins. Et là, j'ai l'honneur bientôt de faire une grande conférence à l'Institut du cerveau et de la moelle. Pourquoi? Parce que... Sur quel sujet? Sur le sujet justement de l'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Mais s'il n'y a pas de liquide céphalorachidien, il n'y a pas de cerveau. Le cerveau, il baigne dans un liquide qui est ce fameux liquide, qui le protège et qui le nourrit. Donc, vous voyez, la vie, c'est une grande allégorie. Donc, évidemment, il faut que vous soyez généraliste. Regardez ce qui se passe avec la médecine. Quand on dit que la médecine générale est devenue une spécialité, mais on devient fou. Vous avez un spécialiste du genou gauche qui ne sait pas pourquoi vous avez de l'arthrose et qui connaît rien du genou droit. C'est pas possible. Donc on dit touche à tout. Mais quand on me dit ça, mais ces gens-là, mais je les emmerde. Parce que c'est la vie qui touche à tout. Oui. La vie qui touche à tout. On n'est pas spécialiste d'une chose. C'est ce grand mouvement, ce grand cadeau, cette grande menace qui s'appelle la vie. C'est intéressant, cette volonté de mettre un lien entre chaque sujet. Le lien. Moi, je suis le lien. Vous savez, j'ai conclu mon discours d'entrée à l'Académie française, où j'étais le successeur direct de Cousteau. Je succédais à Cousteau, Jacques-Yves Cousteau. Et j'ai conclu sur les 2 mots religarer et reléguer. Recueillir et relier. Le lien. Recueillir et relier. C'est ça ma vie. Essayer de les mettre ensemble au lieu de séparer et d'être le champion du monde du millimètre carré. Comment vous vous préparez pour ces conférences? Vous n'avez plus jamais le trac? Vous êtes nourri par ceux qui vous écoutent. Comprenez que je fais aussi des spectacles avec beaucoup de grands musiciens. Donc William Christie, avec Paul Agnew, avec Henri de Marquette au violoncelle, etc. Et donc, vous êtes porté, vous n'êtes pas seul. L'énergie que vous donnez, elle vous est renvoyée en boomerang au centuple. Mmh. Et même le silence, vous sentez le silence. Quand vous êtes prof, vous savez, moi, je me souviens, mon premier cours en amphi en tant que chargé de cours en économie, on vous donne le truc pourri, c'est-à-dire les cours d'économie pour les juristes. Donc, j'en ai rien à foutre. Donc, j'étais 700. Il fallait les tenir, les petits loups. Donc, au début, j'étais mort de trac en allant à Rouen, où c'était l'endroit où j'étais chargé de cours. Puis, petit à petit, c'est venu. Et maintenant, au contraire. Puis, je prends, pour préparer mes conférences, je prends des repères, des balises. Je prends 10 mots. Et puis après, je me lance. Parce qu'il faut du risque. Comme en amour, celui qui ne risque pas, celui dont le cœur ne bat pas quand il monte l'escalier, qui redescend et repart chez lui. C'est frappant à quel point on sent que vous aimez discuter, échanger, rencontrer les gens. Est-ce que lorsque vous écrivez, pour vous, c'est un moment d'isolement? Est-ce que vous avez besoin de vous isoler pour écrire et pour écrire bien et pour écrire beaucoup? Alors, l'écriture, pour moi, on a tous des manières d'écrire.
Moi, l'écriture, pour moi, est d'abord l'élément de solitude, mais pas vraiment de solitude, puisque c'est toujours la même chose depuis que j'ai 8 ans, c'est-à-dire c'est la continuation de la nuit. Pourquoi vous avez commencé à 8 ans? Comment vous avez commencé? Pour une raison très simple, c'est que j'ai cette chance immense d'avoir des parents et des grands-parents qui m'ont raconté des histoires. Mmh. Donc ma mère aimait les rois et les reines, donc elle était royaliste. Mon père était marin, donc il me racontait des histoires de sous-marins, de pirates. Mon grand-père était d'origine cubaine, etc. Ma grand-mère était lyonnaise, me racontait des histoires de cuisine, donc de géographie, etc. Donc, et à 8 ans, ils m'ont dit, on n'a plus d'histoire. Et comme tu détestes qu'on répète, donc très simple, tu as 2 solutions. Un, tu vas lire, j'ai lu comme un fou. Et 2, tu vas écrire toi-même, tu vas inventer. Donc j'ai inventé. Et au même moment, c'est ça qui est merveilleux, cette sens de la vie incroyable, mon père m'apprenait à faire du bateau dans l'île de Bréa. Donc pour moi, écrire et naviguer, c'est la même chose. Pour une raison très simple, c'est que sur la page blanche, comme sur la mer, sur l'eau, douce ou salée, il n'y a pas de chemin. Il faut inventer son chemin. C'est exactement pareil. Et donc, j'ai écrit, et j'étais seul sur un bateau à voile à 8 ans, et j'ai écrit mon premier roman, mini-roman, bien sûr, j'avais 9 ans. Vous vous Donc, souvenez du premier livre que vous avez lu? les premiers vrais livres que j'ai lus, c'est Tintin. Moi, j'étais fou, parce que je voulais Oui. être Tintin. Je me disais quelque chose que dans Tintin, il y avait un truc qui manquait, c'était les femmes. Et heureusement, à Bréa, il y avait plein de cousines Il y a quand même merveilleuses. la Castafiore. Ouais, enfin, bon. Parle pas du ridicule quand même, hein, tout ça. Moi, j'aime bien les animaux, mais enfin, Milou, très bien, moi, je préfère ma cousine. Et donc, c'était ça. Donc, je me suis dit, je serai Tintin. Et je suis maintenant une sorte de mélange de Tintin et Tournesol. Et quand vous écrivez aujourd'hui, c'est toujours quelque chose de très réfléchi ou ça peut venir comme ça, d'un coup, vous avez une idée et vous allez l'écrire tout de suite, Alors, c'est jamais dans la journée, c'est que le matin. Ah, C'est-à-dire, l'idée intéressant. arrive que le matin, tout ça. Par exemple, ce matin, j'ai une idée formidable sur la logistique de la drogue dans l'Europe de l'Ouest, dans l'Afrique de l'Ouest. Et j'étais là avec des trucs, tout ça, donc j'ai trouvé un petit personnage parce qu'il me manquait un méchant dans le... Pour une fiction, pour un roman, Non, c'est pas un ça? roman, je suis en plein dans un roman où je raconte le fleuve Niger et tout ça. Et d'ailleurs, je ne suis pas un être humain, je suis un personnage d'un fleuve, et donc voilà. Et donc, il me fallait un méchant, et j'ai trouvé le méchant ce matin. Parce que ça pourrait être aussi une bonne idée de reportage. Ah On bah, sent que le reporter non, n'est mais jamais c'est alors vraiment le loin. reportage. Pourquoi? Parce que j'ai fait 10 reportages sur le fleuve Niger. Honnêtement, je suis D'accord. reporter. Moi, le lien, le réel est toujours là. Et le réel, c'est pas un truc qui m'est venu dans la tête Oui. aussi. C'est que souvent, mes conférences sont des rebonds de ce que j'ai écouté. Vous avez dit ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. C'est pour ça que j'aime bien les conférences, mais encore une fois, quand la conférence est liée à l'échange qu'il y a eu dans la société avant la conférence. Vous voyez, c'est ça l'idée. Oui. C'est-à-dire, c'est participer vraiment à cette exploration en commun, en commun. Vous savez, à l'âge avancé que j'ai, je me suis dit quelle est au fond la morale de ma vie. C'est très simple. C'est l'humilité. On n'est pas plus fort qu'une tempête. La détermination. C'est pas parce qu'il y a du baston qu'on va pas sortir. Et surtout l'esprit d'équipage. Je suis rien sans mes amis. Et l'équipage, c'est ça. Et quand vous êtes avec une entreprise, une réunion de toutes sortes, quand vous avez discuté, quand vous avez entendu ce qu'ils disaient, quand vous avez assisté à 2, 3, 4 tables rondes, on est ensemble. Et on essaye de trouver, bon, quelle est la solution? J'ai des souvenirs de conférences où j'ai enchaîné devant, c'est pas 1000 ingénieurs qui avaient parlé toute la journée. C'était les responsables d'EDF qui étaient chargés du nouveau nucléaire. C'est formidable. Formidable. Je veux dire, après, on a dit, bon, 2 questions auxquelles on a réfléchi ensemble. Ma conférence, c'était une réflexion commune avec ce qu'ils avaient dit. Un rebond. C'est quoi un ingénieur? C'est quoi un service public? Et j'ai rajouté, c'est quoi l'énergie? Eh bien, il y avait du boulot. Et c'est quoi? Et ça veut dire quoi le logement? Et aussi, je reviens à cette question clé, étant donné la crise actuelle très, très, très grave et source de formidables inégalités. J'ai appris récemment, la semaine dernière, grâce à un neurologue, que le développement du cerveau d'un enfant, c'est-à-dire 3-4 ans, il est directement lié à toutes sortes de facteurs, notamment à la qualité du sommeil. Donc la qualité du logement des parents. Et à ce moment-là, ça se retrouve dans des moindres développements pour ceux qui n'ont pas pu offrir, l'impossibilité d'offrir à leurs enfants des qualités du sommeil. Donc vous voyez, c'est toujours du rebond.
C'est jamais je balance pas ma sauce en disant je connais, etc. Et puis, ouais. Je déteste arriver juste et puis repartir. Ça, c'est pas moi. Si jamais vous voulez quelqu'un qui arrive juste à l'heure, bien sûr, c'est la moindre des politesses, et qui repart, l'idée, c'est d'agrandir mon savoir à moi. Je veux apprendre pour transmettre. Moi, j'ai un problème, c'est que je ne bois pas beaucoup d'eau. Pas du tout même. De la journée, parfois, je peux ne passer une journée sans boire de l'eau. Est-ce que vous, ça paraît peut-être un peu bête comme question, mais de par cet intérêt que vous avez pour l'eau, du coup, au quotidien, vous avez une relation particulière avec l'eau. Est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? Est-ce que vous faites ultra attention, par exemple, quand vous prenez une douche, ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Alors, je bois énormément d'eau, car je bois pas mal de vin. Et comme il y a 78% d'eau dans le vin, donc déjà, j'ai ma quantité d'eau, premièrement. En plus, j'adore l'eau en tant que telle, je Ouais. suis assez bon en buveur d'eau. Et ensuite, la question de douche et la question de bain, évidemment. Sauf que la question de la douche et la question de la baignoire, c'est que la baignoire, l'eau, elle est recyclable. Donc, elle n'est pas perdue. Donc, la question de la baignoire par rapport à la douche, c'est quand vous prenez un bain plutôt qu'une douche, vous dépensez de l'énergie, mais pas forcément de l'eau. D'accord. Parce que ça dépense plus d'énergie de chauffer une grande baignoire plutôt qu'une petite. Et puis voilà. Et puis, ça dépend avec qui on est dans la baignoire ou dans la douche. Est-ce que vous trouvez, Éric Orsena, qu'on en parle quand vous entendez le débat public actuel, est-ce que vous trouvez qu'on parle assez de ces sujets qui vous tiennent tant à cœur et qui sont si importants? L'eau, le coton, le logement. Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment en particulier, ce ne sont pas des thématiques qu'on a un peu, relayées au second plan? C'est marrant de voir, votre question est ô combien pertinente, c'est-à-dire que, comme d'habitude, on parle des conséquences, c'est-à-dire des symptômes et pas des causes. Et l'idée, c'est d'aller, qu'est-ce qui est en train de se passer dans nos sociétés? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire la progression très très forte de l'inégalité alors qu'on s'endette follement, c'est une question centrale. Moi, j'ai vécu ça avec l'eau. Quand j'ai fait, il y a près de 20 ans maintenant, mon premier livre sur l'eau, c'était L'avenir de l'eau. On m'a dit c'est très intéressant, mais encore une fois, ça ne nous concerne pas. Il y a 20 ans. Oui, et oui, ça ne nous concerne pas. Et puis, regardez ce qui s'est passé. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et là, j'ai repris ma casquette. C'est pour ça que je croise sans arrêt ma casquette d'économiste, de prof d'économie et de romancier. Je me suis dit, tiens, pourquoi on ne parle pas d'eau? Parce que l'eau, c'est une matière. Et une matière, de fait, on s'en fout. Alors qu'une rivière ou un fleuve, c'est un être vivant. Si on parle d'un être vivant, ça change complètement. On voit dans un couple, on dit « j'ai quelque chose d'important à te dire », c'est mal barré. Ou d'ailleurs « tu m'as ému là », évidemment, on écoute. Mmh. Donc, toujours mettre la vie au lieu de la mort. Moi, je suis frappé de voir cette chose, c'est que les gens disent qu'ils ont peur de la mort. Pas du tout. C'est de la vie dont ils ont peur. Donc c'est pour ça que vous essayez de parler de ces sujets-là, de cette manière-là, et vous sentez qu'effectivement les gens sont plus attentifs, plus sensibles? Sans comparaison. Sans comparaison. Je lance une opération Adopte ta rivière, ça va être suivi par des milliers de classes. Vous savez, mes enfants, ils ne voulaient pas lire. Parce qu'ils disaient, papa, si tu penses une seconde qu'on aura ta vie pourrie, d'écrivain, de machin, etc., on ne veut pas. Donc j'aurais dit, très bien, donc je vais faire un petit conte. Alors j'ai écrit la grammaire et mon éditeur m'a dit, la grammaire, s'il y a une chose qu'on connaît dans l'édition où il n'y a aucune règle, c'est que si on met grammaire, on ne vend pas un livre. J'ai dit, très bien, j'ai appelé mon pote, Henri Salvador, le chanteur, et je lui ai dit, est-ce que tu me permets de mettre chanson douce? La grammaire est une chanson douce. Eh bien, les 5 tomes des grammaires, où je raconte un conte, où je donne la langue française comme un être vivant, c'est plus d'1 million, quasiment maintenant 1,5 million d'exemplaires, dans toutes les classes. Et s'il y a vraiment une fierté que j'ai, c'est un petit gamin qui dit, merci monsieur, grâce à toi, j'aime lire. Ça vaut tout, quoi, je veux dire. On a l'impression que tout vous intéresse. Bah, Vraiment. la Non mais vie, est-ce qu'il y a des choses qui vous ennuient? l'ennui. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous n'avez jamais donné de conférence, sur lequel vous aimeriez vous exprimer? Un sujet dont Alors, on ne parle pas assez? Mars. Parce que Mars voudrait vraiment que Musk aille sur Mars avec Trump et avec 2-3 Et copains qu'il y reste? d'Alcatraz et qu'ils y restent vraiment. Comment imaginer une seconde, quand on a la chance d'avoir cette merveille de planète,
et qu'on la tue, évidemment, on la tue, alors qu'il y a des solutions pour la sauver. Il y a plein de solutions. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui... Moi, je suis un explorateur des solutions. C'est-à-dire, pour moi, c'est le possible. Moi, je me sens un mini chevalier du possible. C'est pour ça que j'aime les entrepreneurs, parce qu'ils ont le possible. Mais quand on pense qu'on peut saloper ça, et on va sur un caillou de merde à des années-lumière, mais qui j'y aille et qui nous laisse peinard. Vous croyez à la vie sur d'autres planètes? Oui, mais tellement loin, tellement longtemps, pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aime bien. Vous savez, pourquoi pas, c'est le nom d'un bateau. Et pourquoi pas, c'est le nom de ma vie. Mais ce que vous dites, c'est que du coup, vous y croyez, mais qu'il faut pas forcément chercher davantage, il Mais faut... d'abord, moi, il y a cette phrase, ça c'est la caricature de certains comportements conjugaux. C'est-à-dire, elle est belle comme la femme d'un autre. Mais connard, regarde la tienne d'abord. Oui, concentrons-nous sur notre planète et prenons-en soin, c'est ce que Ben, vous dites. exactement, take care. Mais alors comment il faudrait faire pour que les gens soient plus sensibles aux conséquences du réchauffement climatique? Parce qu'on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, même les responsables politiques, ils font même plus semblant de parler d'écologie. Il faut, alors moi j'ai une mini solution, mais passer par les enfants. C'est pour ça que je lance cette opération, Adopte ta rivière. C'est pour ça que je vais continuer là-dessus, être un conteur en disant ça. Papa, t'as pas le droit de faire ça. Papa, fais gaffe aux oiseaux. Papa, fais gaffe tout ça. Qu'est-ce que c'est que la nourriture que tu donnes? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi du carton plutôt que du plastique? Pourquoi ce genre de choses-là, quoi? C'est-à-dire, et ben, avec la crainte qu'on peut avoir en étant père ou grand-père de plus jeunes, en disant quelle planète salopée on va leur léguer quand même. Et donc, mais tout ça, joyeux parce qu'il y a des solutions. Mhm. Quand on voit que Vous n'êtes pas 70%... un pessimiste. Non, mais pessimiste, c'est... Alors j'aime bien beaucoup cette définition de l'optimiste, c'est quelqu'un de mal informé. Alors, il se trouve que je suis super bien informé, donc a priori, je devrais... Non, parce qu'il y a des solutions. Mais là, je ne comprends pas pourquoi. Et pourquoi on voit des entreprises, on leur dit... ou prenons l'autre exemple, l'exemple de la Chine, qui est en pleine contradiction. Ils continuent, comme aucun autre pays, à développer les énergies fossiles. En même temps, regardez ce qu'ils ont fait sur la voiture électrique. En 5 ans, ils nous ont complètement dépassés. Et ça sera pareil avec toutes les énergies renouvelables. Donc c'est possible. Et c'est possible s'il y a du savoir. Donc ceux qui abandonnent le savoir, ils sont condamnés. Donc les États-Unis vont dégringoler et la Chine va remonter. C'est comme ça que vous voyez Ah, moi, les prochaines années? une possibilité s'il n'y a pas un changement de ces fous malades. Le savoir, c'est clé. Quand vous voyez quand même un ministre américain qui porte le nom de Kennedy, qui est ministre de la Santé et qui est contre les vaccins, alors vraiment, ce pays-là, eh bien, il est condamné et que la prochaine épidémie le tue lui d'abord. Vous êtes très inquiet par cette administration Moi, américaine. c'est tout ce qu'on peut imaginer. Mm. Il y avait récemment, invité par le président de la République française, une sorte de possibilité d'accueil de tous les scientifiques, Oui. les scientifiques américains, mais qui reviennent. On est quand même le pays de Pasteur, ce pays-là qui a découvert un peu ce que c'était de bien, c'est responsable de toutes ces maladies infectieuses. Il a Donc, raison, le président français, de leur dire euh, venez, oui, soyez les bienvenus. sauf que on n'a pas les moyens de faire ça. Donc heureusement, il y avait la présidente de la communauté européenne, c'est évidemment européen. Vous savez, parmi les innombrables livres que j'ai faits, il y en a un aussi qui, parmi les autres, qui m'a vraiment passionné, c'est que j'essaye régulièrement d'être reporter dans un secteur dont je connais rien. Mhm. Et donc j'ai passé 2 ans d'usine en usine d'Airbus pour voir comment on faisait ça. S'il n'y avait pas eu l'Europe, il n'y aurait que Boeing. Et puis les Chinois. Mais il y a eu l'Europe. Et l'Europe, pour moi, l'Europe, c'est Boeing et Erasmus. C'est-à-dire la possibilité aux jeunes de voir ce que c'est que l'Europe. C'est-à-dire, c'est leur terrain de jeu, évidemment. C'est notre espace. Et Dieu sait si je suis français. C'est quoi votre prochain voyage? Le prochain voyage, ça va être au Brésil, parce qu'il y a la COP qui va se réunir à Belém. C'est un endroit que je connais bien, puisque une grande partie de ma famille est brésilienne, et que le livre qui a eu le concours, c'est un livre sur l'Amazone. Donc c'est l'embouchure de l'Amazone, et je vais en profiter pour aller à l'Institut Pasteur de Guyane, qui est l'avant-garde, une certaine des avant-gardes des maladies infectieuses.
Quel est le pays où vous vous sentez le mieux? Vous voyagez beaucoup, vous l'avez dit, vous avez fait, voyager dans une centaine de pays. Quel est l'endroit où vous vous sentez le mieux, au-delà de la France? J'ai un petit problème dans la vie qui rend ma vie personnelle un peu compliquée. J'ai des difficultés avec la préférence. C'est vrai? J'aime trop. Dernière question, c'est pas une question d'ailleurs, je l'ai constaté en vous écoutant. Parfois, on a l'impression que vous rappez un peu en vous exprimant et j'ai cru comprendre que vous adorez le rap, que vous écoutez beaucoup de rap. Parce que j'aime la cadence. Quand tu me poses la question, je repars, je m'envole et je reprends et je rebond et c'est comme ça et on va se revoir parce que c'est fini, parce que là, on va pas s'arrêter là, ce serait trop bête, trop gâché, tu comprends? À bientôt, dis-moi quand, je suis prêt. Et vous rappez tellement bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci Eric Orsena.